Parfait. Donc, il est 16h10, on va pouvoir démarrer le webinaire de présentation de l'appel à candidature Cher Junior du PEPL-MIE. Donc, pour me répéter une dernière fois, ce webinaire est enregistré à titre informatif et sera mis en ligne avec la foire aux questions sur notre site internet. Donc, d'ici quelques jours, je vous invite à vous connecter pour retrouver l'ensemble des réponses qu'on vous apportera, si vous le souhaitez. Nous sommes aussi accompagnés. Pardon, je vais me présenter d'abord. Je suis Tiffany Thiers, chargée de mission sur le programme PEPR MIE, et je suis accompagnée de Morgane et de ma supérieure hiérarchique, Madame Immaculada Ortega-Pérez, pour répondre à l'ensemble de vos questions. De plus, nous avons aussi présentes des représentants du département financier, innovation, sciences humaines et sociales et de recherche fondamentale de la MRS MIE, qui pourront aussi compléter les réponses qu'on va vous apporter. Je tiens aussi à préciser que nous venons tout juste de finir le webinaire de présentation de l'appel à projet du PEPR-MIE 2025. Donc encore une fois, ce webinaire est aussi enregistré et sera disponible sur le site internet si vous désirez postuler un appel à projet ou si vous désirez avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc, comme il avait été mentionné lors de notre emailing, nous allons présenter du coup le PEPR-MIE en détail et vous donner davantage d'informations sur l'appel à candidature Cher Junior du PEPR-MIE. Et enfin, nous répondrons à l'ensemble de vos questions suite à la présentation et le webinaire se terminera vers 10h. Donc tout d'abord, nous allons présenter le PEPR-MIE ou programme de recherche, programme équipement prioritaire de recherche sur les maladies infectieuses émergentes. Donc, le PEPR-MIE fait partie du volet de recherche de la Stratégie nationale d'accélération maladies infectieuses émergentes, menaces nucléaires, financée dans le cadre de France 2030. Ce volet aborde les mécanismes d'émergence, conception de contre-mesures pour la prévention des maladies infectieuses émergentes et la compréhension des maladies infectieuses émergentes. Donc, les objectifs du PEPR-MIE visent à structurer... C'est pour discuter de ma... Oui, c'est tout, mais... C'est pour discuter de ma prime de responsabilité, donc je le sens. C'est pas à moi de me justifier. Donc, si... Merci. Donc, pour reprendre, les objectifs du PEPR-MIE visent à structurer et à consolider la communauté scientifique dans le domaine des maladies infectieuses émergentes, tout en accélérant l'acquisition des connaissances pour une meilleure préparation aux risques d'épidémie et de pandémie. Il vise le développement d'une capacité d'anticipation et de réponse rapide et efficace en termes de prévention et traitement. De la même manière, le PEPR-MIE soutient l'innovation et le développement de technologies. Donc, comme expliqué, il permettra une préparation au risque de pandémie tout en amenant une capacité de réponse plus efficace et rapide en termes de détection et prévention. De plus, il vise une augmentation significative de la communauté scientifique française via une mise à l'échelle d'industriels, de résultats et de ressources issues de la recherche académique et de partenariats. Le PEPR se caractérise donc en 3 volets. Nous avons le volet 1, axé sur l'acquisition de connaissances fondamentales sur les maladies infectieuses émergentes. Le volet 2, promouvant de l'innovation en matière de diagnostic, vaccins et traitements. Et enfin, le volet 3, permettant aux politiques publiques de faire face aux crises épidémiques. Donc pour ce faire, le PEPR-MIE lance des appels, dont 3 appels à projets lancés en 2023 et 2024, et maintenant en 2025. Et vous retrouverez plus d'informations sur le webinaire qui sera posté d'ici quelques jours. Un appel à candidature pour des chers juniors que nous allons présenter tout de suite. Et enfin, un AMI ou appel à manifestation d'intérêt pour le financement d'équipements et infrastructures de recherche qui est encore à venir. Il est important de garder à l'esprit qu'au sein du volet recherche de la stratégie d'accélération maladies infectieuses émergentes menaces nucléaires, donc SA-MIE-MN, un autre PEPR est présent, le PEPR PRESOT pour Preventing Zoonotic Diseases Emergence. Une étroite articulation existe entre ces deux programmes, axés sur la santé humaine, animale et l'environnement, allant de la pré-émergence des pathogènes zoonotiques à leur diffusion dans les populations humaines. Donc maintenant, nous allons vous donner un aperçu de l'ensemble des projets financés dans le cadre du PEPR. Donc on parle bien d'appel à projet en l'occurrence. Pour vous donner une idée, en 2023, nous avons reçu 37 projets et en 2024, nous en avions reçu 27. Sur ceux-ci, 11 et 9 projets ont été acceptés respectivement, soit un taux de 30% environ. Nous avons alloué sur ces budgets de 22 millions et de 16 millions respectivement.
Concernant les familles de pathogènes des projets financés, nous avons financé beaucoup de projets portant sur les arboviroses et les viroses respiratoires, car nous avons principalement reçu des projets sur ces thématiques. À noter que les bactéries éligibles en 2023 ne le sont plus, car le champ des thématiques s'est resserré en 2024, ce qui est toujours le cas en 2025 pour cet appel. Ce resserrement a été lancé via la demande de révision de notre liste de pathogènes prioritaires pour répondre à nos tutelles. Donc pour les lauréats de l'appel à projet 2023, l'ensemble des projets lauréats sont détaillés concernant leurs thématiques ainsi que leur résumé sur notre site internet et le lien est présent dans la liste. Merci beaucoup. De même, pour l'appel à projet 2024, comme je l'ai mentionné précédemment, nous avons reçu 9 projets qui sont détaillés sur notre site internet. Nous vous invitons donc à regarder les résumés sur le site internet et de proposer des thématiques complémentaires à celles-ci. De même, comme évoqué précédemment, le PEPR Présode, avec lequel certaines de nos thématiques se recoupent, a lancé 3 appels à projets. Nous vous demandons donc de ne présenter que des projets avec des thématiques complémentaires et différentes des projets déjà financés dans le cadre des appels à projets des PEPR MIE et du PEPR Présode. Donc maintenant, nous allons passer sur vous donner un peu plus de détails sur l'appel à candidature Cher Junior du PEPR MIE, ce pourquoi vous êtes tous présents, j'imagine. Donc comme vous devez déjà le savoir, l'appel s'est ouvert le 17 avril 2025 et clôturera le 30 juin. Vous recevrez des informations sur l'éligibilité de vos dossiers là-dessus aux alentours du 15 juillet. Donc concernant l'évaluation des projets, un processus interne à l'ANRS, nous organiserons l'évaluation de vos projets à la mi-octobre et vous recevrez la décision et notification de financement en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc pour votre information, l'appel à candidature Cher Junior détient une enveloppe de 3 millions d'euros. Ces chers ont pour but de stimuler l'innovation et de renforcer la compétitivité scientifique nationale sur les thématiques prioritaires du PEPR MIE mentionnées précédemment. Le tout au sein d'un laboratoire établi en France. Cet appel est ouvert à de jeunes scientifiques ayant obtenu leur PhD ou doctorat entre 3 et 10 ans avant la date d'ouverture de l'appel à candidature. L'appel est ouvert à tout jeune scientifique de toute nationalité voulant développer sa carrière en France. Nous offrons un soutien aux candidats sur une durée de 48 mois, soit 4 ans, avec un budget maximum d'1 million d'euros, comprenant le salaire du porteur, dans le cas de figure où ce dernier n'a pas de position permanente. Enfin, le financement est octroyé à un couple candidat-laboratoire d'accueil. Comme je l'ai mentionné, les volets prioritaires restent les mêmes que ceux des appels à projets 2023 et 2024. Le volet 1 vise à accélérer l'acquisition des connaissances sur les maladies infectieuses émergentes. Le volet 2, quant à lui, s'axe sur l'organisation du développement de nouveaux traitements, vaccins et diagnostics. Et enfin, le volet 3, permettant aux politiques publiques et à la société de faire face aux crises épidémiques. À noter, une priorité sera portée aux candidatures s'inscrivant dans le volet 2. Cependant, les candidatures axées sur les autres volets restent éligibles. Donc, comme évoqué précédemment, les projets proposés devront cibler une ou plusieurs des familles de maladies émergentes prioritaires suivantes. Donc, nous avons les fièvres hémorragiques virales, les arboviroses et les viroses respiratoires. Encore une fois, nous vous demandons de prendre en compte les thématiques déjà couvertes par les lauréats des appels à projets 2023 et 2024, des PEPR MIE ainsi que ceux du PEPR Présode. Donc maintenant, concernant votre dossier de soumission, l'ensemble des documents sont à rédiger impérativement en anglais. La trame du projet scientifique est disponible à la fois sur le site de la NRS-MIE ainsi que sur la plateforme Apogée et ne doit pas dépasser plus de 15 pages. Toute information au-delà de ces 15 pages ne sera pas transmise à l'évaluateur. La trame du document budgétaire est disponible sur le site internet et Apogée, et vous ne devez remplir que les cellules et les informations grises. Enfin, dans la partie annexe d'Apogée, nous vous demandons de renseigner l'ensemble des documents suivants, c'est-à-dire la lettre d'engagement, dont la trame est disponible, votre CV narratif, encore une fois dont la trame est disponible, et vous ne devez pas dépasser 5 pages, les justifications de votre budget, avec un maximum de 2 pages, et la trame est disponible aussi, ainsi que 2 lettres de recommandation et la lettre d'acceptation du directeur du laboratoire accueillant le candidat, avec l'intégration de la thématique de la chaire dans la recherche du laboratoire. Ces 2 derniers documents n'ont pas de format ou de trame attendue spécifique. Encore une fois, l'ensemble des documents sont à soumettre sur Apogée, notre plateforme, dans l'onglet « Appel à projet Flash » ou AAP Flash. Pour vous donner un peu plus d'informations sur nos procédures d'évaluation,
Vos candidatures sont évaluées par des jurys pluridisciplinaires d'experts français et internationaux. 3 experts expertiseront chaque candidature. Les notes attribuées aux projets évalués, ainsi que les conclusions des évaluations de vos candidatures, nous seront transmises par le comité, ainsi que la liste des candidats recommandés et non recommandés par le comité. Les projets recommandés seront proposés au secrétariat général pour l'investissement et nous attendrons la décision du Premier ministre pour financer les projets. Donc, concernant nos critères d'évaluation, ils sont les suivants. Nous regardons tout d'abord l'excellence et l'ambition scientifique du projet, ce qui comprend la clarté des objectifs et hypothèses, le caractère novateur et la pertinence de la méthodologie, ainsi que l'approche interdisciplinaire et surtout la thématique Une seule santé ou One Health. Nous prenons également en compte la qualité du candidat, ainsi que les moyens mobilisés et le laboratoire d'accueil. Ceci comprend la compétence et l'expertise du candidat, l'adéquation entre le candidat et sa structure, l'adéquation entre le candidat et son objectif, et enfin la mise en œuvre par l'établissement coordinateur des conditions d'implantation de la chaire au sein des équipes et structures de recherche. Enfin, nous prenons en compte l'impact et le retombé du projet, c'est-à-dire l'impact sur la santé des populations, l'impact sur la structuration de l'espace national de recherche, l'impact sur l'impact économique, sociaux et sociétaux, ainsi que la stratégie de valorisation des résultats. Donc voici un petit récapitulatif de ce que nous avons présenté jusqu'à présent. Nous avons l'ensemble des documents de référence et trames qui sont disponibles sur notre site internet ainsi que sur la plateforme Apogée, et les liens sont présents sur cette diapositive. Si vous éprouvez des difficultés avec la plateforme, contactez-nous à l'adresse apogée@amrs.fr. Pour toute question concernant votre éligibilité, les règlements, les documents à remplir, etc., vous pouvez nous contacter à l'adresse appel-à-projet, donc aap@amrs.fr. L'ensemble des diapositives et le webinaire seront mis en ligne sur notre site internet, ainsi que la foire aux questions qui compilera l'ensemble des questions qui nous ont été demandées, et ceci devrait être posté d'ici les prochains jours. Maintenant, avant de passer à vos questions, nous allons revenir sur quelques questions qui nous ont été envoyées fréquemment. Donc, si le candidat ne dispose pas d'un poste permanent, un maximum de 300 000 € sont alloués à son salaire et 700 000 € au projet. Si le candidat dispose d'un salaire permanent, alors uniquement 700 000 € sont consacrés au projet, comprenant les frais de fonctionnement, équipement, recrutement de personnel, etc. Le financement n'est attribué qu'à un seul lauréat. Ce dernier pourra recruter des techniciens ou des postdocs et développer son équipe dans un laboratoire d'accueil. Les collaborations sont possibles, mais ce financement ne soutiendra pas d'autres équipes. Auquel cas, nous vous encourageons plutôt à déposer vers un appel à projet du PEPRMU. Enfin, nous portons votre attention sur le fait que ce n'est pas le financement d'un postdoc, mais un financement de projets de carrière s'inscrivant durablement dans l'écosystème de recherche française sur les thématiques des maladies infectieuses émergentes. Donc maintenant, place à vous et à vos questions. Donc nous allons reprendre l'ensemble des questions qui ont été posées dans le chat et tâcher d'y répondre. Et aussi, si vous avez des questions que vous souhaitez poser à l'oral, n'hésitez pas à lever la main et nous vous demanderons d'expliciter votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tiffaine. Donc, si vous voulez bien, on peut commencer à répondre aux questions qui ont été posées dans le chat par l'ordre. Donc, nous avons une question de Nancy Léon qui dit « Si j'ai déjà ou un contrat NRS postdoctoral, je peux présenter ma candidature de recherche junior. Le montant de budget est jusqu'à combien? Les trames budgétaires est en ligne aussi. Quel pourcentage de budget peut être destiné au service ?» Donc, l'ensemble de réponses, sauf la première, l'ensemble des questions, je pense qu'ils ont été répondues. Donc, la première question, si j'ai un contrat doctoral, je peux présenter mes candidatures? Oui, si vous rentrez dans les critères d'éligibilité. Et donc, les montants, comme elle a été dit, c'est jusqu'à 1 million avec 300 000 € pour les salaires si nécessaire et 700 000 € pour le projet. La trame budgétaire, ce n'est pas à remplir en ligne, c'est un document à téléverser, mais vous trouverez la trame sur le site de l'ANRS. Quel pourcentage de budget peut être destiné au service? Je ne sais pas. Il faut qu'on vérifie ça. Je pense qu'il n'y a pas de pourcentage maximal, mais ça, je veux le vérifier. Mais vous verrez dans la trame budget, déjà, si vous la téléchargez, tout est explicité, vous verrez bien ce qu'il demande.
On a besoin d'un lettre d'accueil de mon laboratoire si je suis en CDD. Oui, vous avez besoin, comme il a été indiqué par Tiffen, de constituer tout un dossier qui comprenne aussi une lettre de votre signée par vous, par les laboratoires d'accueil et pour la personne qui peut engager l'institution, qui sont d'accord à vous accueillir, à vous mettre à disposition une place pour faire vos recherches, les personnels qui travaillent dans les laboratoires, etc. Tout est sur le site internet de l'NRS, vous verrez les trames et qu'est-ce que vous devez compléter. Elisabeth Menu, bonjour. Est-ce que les charges juniors sont réservées à des personnes dans des équipes de recherche ou peuvent aussi concerner des personnes sur des plateformes techno dans le cadre du projet de recherche? Donc, en fait, l'idée de cette charge est de créer d'implanter un jeune chercheur qui va commencer à développer son équipe au sein des autres équipes plus grandes. Donc, si les gens dans la plateforme, il a un projet de recherche qui peut arriver à pérenniser son poste sur ces projets de recherche, et ben, il sera éligible. Mais c'est important qu'il ne soit pas en prestation. Ces millions d'euros, ce n'est pas pour faire une prestation, c'est vraiment pour, c'est un peu l'équivalent au EAC en Europe ou à la TIP à venir, ou au JCJT de l'ANR, sont des financements importants dont l'objectif est vraiment de créer, qu'un jeune chercheur puisse créer son équipe, s'implante durablement, il puisse développer sa thématique de recherche. Excusez-moi, je voulais comment c'est son nom? Nancy, je vous envoie les liens du site ANRS où vous pouvez trouver toutes les informations sur l'appel ainsi que les documents de référence. Pardon, je voulais le faire avant, j'ai oublié. Donc, la question suivante, c'est Caroline Manet. Bonjour, quelle serait la date prévisionnelle de contractualisation en cas de financement d'un projet? Y a-t-il des contraintes, règles spécifiques concernant la date de démarrage du contrat ou du programme de recherche financière? Alors, comme on a dit, une fois que les évaluations sont réalisées par le comité d'experts, pour le panel d'experts, et dans les mois qui suivent, l'arbitrage de l'ANRS, et après, c'est un peu plus incertain quand est-ce qu'il arrive la décision du Premier ministre. Je vais t'expliquer. Ces programmes, c'est un programme on est soumis à des contraintes, à des procédures qui sont un peu différentes des procédures de l'ANRS, et donc la validation finale s'est faite par les GPI, par les premiers ministres via les GPI. Et donc, on espère avoir les lauréats à la fin de l'année, de cette année, au début de l'année prochaine. C'est ce qui suit à l'annonce des lauréats, c'est la mise en place des contrats, donc ce qu'on appelle un contrat attributif de l'aide, qui doit être signé dans les 6 mois qui suivent la notification des résultats par le Premier ministre. Donc, voilà, on peut après négocier la date de démarrage du projet. Donc, disons entre le moment qu'il y a la décision du Premier ministre et le démarrage du projet, ça peut s'écouler entre 6 et 9 mois. Voilà, donc ça, et après, on pourrait discuter le cas par cas, mais dans aucun cas, on pourrait dépasser 1 an après la date des annonces des résultats par les premiers ministres. Maro, si on est un partenaire, minor partner in one of the projects already financed by PEPR, can we postulate to this call? Oui, on peut postuler à cet appel. Et encore une fois, c'est un appel qui vise pas à faire un postdoc seulement, mais à développer un projet. Donc, il faut bien justifier les souhaits du porteur de ce projet de s'installer durablement dans un laboratoire et développer la recherche autour du sujet. Donc, c'est vraiment un financement pour lancer une carrière. Thibault. Bonjour Thibault. Ce n'est pas un financement de postdoc, mais c'est possible de financer des postdocs. Oui, vous pouvez financer une petite équipe autour de vous. Tout est indiqué dans la trame et dans les documents que vous allez remplir. Oui, en effet, vous pouvez financer une petite équipe. Julia Poulano, est-il possible d'avoir 2 laboratoires d'accueil, l'un en France et l'autre aux États-Unis? Il n'y aura aucun flux financier avec les États-Unis. Encore une fois, l'objectif de cet appel, c'est qu'un jeune chercheur s'installe durablement en France pour développer les thématiques autour du POPR et mieux.
Ça ne vous empêche pas d'avoir de collaboration, mais un laboratoire d'accueil, ça sera en France. Autrement, ça ne sera pas éligible. Voilà. Et encore une fois, on souhaite insister sur le fait que ce n'est pas uniquement un financement d'un postdoc sur un projet qui dure 2 ans et après c'est fini. L'idée, c'est que les jeunes chercheurs, ils lancent sa carrière et qu'après, ils continuent à avoir des financements via des appels à projets. Et pour ceux qui ne sont pas en poste, qui réussissent à avoir des postes, à se stabiliser dans la carrière. Laura Bello, que se passe-t-il à l'issue des 48 mois financés? Est-ce que, comme les chers professeurs juniors, les candidats sélectionnés peuvent-ils être titularisés par la suite? Malheureusement, non. Et on ne pourra pas assurer ça. C'est ce qu'on essaie de faire avec ces financements, c'est mettre le plus d'échanges du côté du jeune chercheur, de pouvoir développer des actions, développer de la recherche de qualité et qu'il puisse aller en concours avec un dossier et un profil fort pour avoir plus de chances de passer ces concours. Mais malheureusement, nous, on ne peut pas proposer une titularisation à la suite des 48 mois. Stéphane Marot, est-il possible de candidater malgré une prise de fonction au sein de mon équipe à partir de septembre 2025? Oui, vous pouvez candidater. Est-il également possible d'avoir 2 candidats au sein d'une même unité de recherche, mais dans 2 équipes différentes, où cela pourrait être préjudiciable pour les 2 candidats? Voilà, bon, c'est une question un peu subjective. Il n'y a aucune règle qui interdit que 2 candidats dans le même laboratoire peuvent postuler. Après, je ne vous cache pas que ce sont des critères que le comité d'évaluation regarde. Donc, voilà, à vous de voir comment vous voulez vous organiser avec le responsable des laboratoires ou le laboratoire d'accueil. Ça n'est pas écrit nulle part que c'est un critère d'éligibilité ou non-éligibilité. Mais voilà, la pratique montre que parfois, quand on est sceptique des situations, bah, voilà, ça peut amener à discussion au sein du comité. Nancy, combien de candidatures jeunes peuvent soutenir un laboratoire? Bah, c'est un peu la même question, la même réponse que je viens de donner. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas formellement écrit qu'il y a une limite de candidatures. Après, voilà, l'idée, c'est d'avoir des candidatures différentes et découvrir des choses différentes. Et ça va être regardé, je suis sûre que ça va être regardé par le membre du comité d'évaluation, mais aussi pour l'ANRS. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez avancer sur ça. Mathilde Coutaudier. Bonjour. Peut-il avoir plusieurs candidats à la charge junior? Voilà, c'est la même réponse. Et Mauro, is it compatible with other grants such as Satip Avenir or ERC? Je pense que ça couvre un peu les mêmes choses. Donc, laissez-moi regarder spécifiquement dans les règlements. Je dis de mémoire que ce n'est pas compatible parce qu'ils couvrent les mêmes choses. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec l'ATIP Avenir. Donc, une fois qu'on a l'ATIP Avenir et qu'on candidate à l'ERC, et ben, l'ATIP Avenir retire le financement, si je me souviens bien. Ça n'empêche que les lauréats continuent à faire partie du réseau de CITRA de l'ATIP Avenir. Et voilà, on s'engage à vous répondre par mail, mais ça sera un peu la même idée. Si vous savez d'autres financements qui couvrent votre salaire et vos recherches, au même titre, ça ne sera pas accumulable. En revanche, ça n'empêche de faire des demandes de financement pour des appels à projets, pour financer vos projets qui aident à développer votre thématique de recherche. Émilie Monnier, pour un candidat qui a un doctorat de médecine plus de 10 ans, mais un PhD de moins de 10 ans, est-il éligible? C'est une situation un peu particulière qu'on devrait regarder de près. Ce qu'on dit dans le règlement, c'est que son dernier titre est plus de 300 et moins de 10 ans. Donc, voilà, les médecins, c'est toujours une situation particulière parce que la médecine après le PhD. Donc, Émilie, si tu es d'accord, on peut regarder un peu en détail et faire nos réponses, mais a priori, si c'est moins de 10 ans de PhD, il serait éligible.
Osenium Baye, est-ce qu'un candidat dans un pays comme le Mali peut postuler? Alors, les financements, il n'y aura pas au Mali, c'est inéligible. Et il n'y a pas de restriction de nationalité, mais il faut que les laboratoires d'accueil, là où les jeunes chercheurs vont s'implanter, soient un laboratoire en France. Jacques Fourgeau, si le candidat a un salaire permanent, exemple le candidat hospital universitaire, peut-il bénéficier d'un salaire complémentaire dans le cadre de cette AAP? Non. Et voilà, soit on prend les salaires sur la bourse, soit on ne le prend pas, mais ça ne servira pas à compléter un salaire. Morgane, bonjour. Y a-t-il un pourcentage maximum destiné à l'équipement? Non, il n'y a pas un pourcentage maximum destiné à l'équipement. Je vous invite à regarder les documents budgétaires où toutes les informations précises sont là-dedans, mais il n'y a pas un limite. Ah, minimal, pardon. Je croyais que c'était maximal. Oui, c'est 4 000 € minimal. Pardon. Je croyais que vous parliez maximal. Kathleen McCall. S'il s'est écoulé moins de 3 ans depuis l'obtention d'un doctorat, sommes-nous éligibles? Malheureusement, non. Pas pour cet appel. Et je profite pour repartager l'information que vous connaissez certains d'entre vous du programme START des jeunes chercheurs de l'NRS, où on aura aussi des chaires. Et voilà, il faut rester attentif aux appels de l'ANRS parce que dans le mois qui suit, il y aura certainement d'autres appels à chaire, peut-être dans les thématiques un peu plus historiques de l'ANRS. Mais pour l'instant, on est assez strict avec les critères d'entre 3 et 10 ans pour l'éligibilité. Donc, si c'est moins de 3 ans, le candidat, ce n'est pas éligible. Si bon, merci. Autre question, d'après ce que j'ai compris, les gens qui ont obtenu un poste permanent peuvent postuler. Mais il faut que cette action vise aussi à lancer une carrière en vue de l'obtention d'un poste. Est-ce que les non permanents seront prioritaires dans l'évaluation? Non, pour l'instant, on n'a pas établi les critères de priorisation. Encore une fois, ce sont des choses très subjectives qu'on ne peut pas maîtriser ce que va recommander les comités d'évaluation. Mais a priori, il n'y a pas de priorisation. Il faut que les projets soient solides et ce sera le critère principal, objectif. Raoul Youssef, merci pour la présentation. Si l'on obtient un financement, on peut tout de même se présenter au concours avant la fin du financement. Oui, effectivement. Si oui, et ça passera quoi avec les restants 300 000 €? Oui, c'est une question que... c'est pas une question qu'on se pose, c'est quelque chose que l'on a discuté. Et a priori, les 300 000 € ne peuvent pas être récupérés sous forme de fonctionnement en fait, pour le projet. Et donc, si un candidat reçoit, il est titularisé ou il a un CDI dans son institution, et donc le versement du salaire s'arrêtera et c'est le montant qui reste, et on verra à ce moment-là les possibilités. Mais ça ne pourra pas être cumulable. Et voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin des questions. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Si vous voulez poser à l'oral ou continuer à envoyer par le chat. Ou les collègues de la NRS, s'ils ont des précisions ou des informations ou souhaitent rajouter des informations, n'hésitez pas. Voilà, j'ai remis dans le chat les liens pour cet appel à candidature où il y a tous les documents qui sont nécessaires pour soumettre les dossiers. Et on vous invite vraiment à prendre connaissance du règlement et à revenir vers nous si vous avez encore des questions. Il y a encore un peu de temps pour soumettre vos candidatures. Et une dernière question de Stéphane. Ouais. Une autre question sur le critère d'éligibilité. Est-on éligible avec un PhD à 2 ans, mais un doctorat de médecine il y a 5 ans? Et alors, c'est compliqué avec la médecine. Alors, on dit un PhD ou équivalent. Donc là, devant moi, je ne le connais pas par cœur. Je ne sais pas les équivalences entre un PhD, mais voilà, a priori, je réponds la même chose que pour la question précédente.
Voilà, j'ai tendance à dire que oui, vous serez éligible en raison de votre doctorat en médecine, mais ça aussi, on peut, si vous nous laissez regarder, et on vous fera une réponse précise à ces questions. Parce que voilà, c'est un cas un peu plus particulier. Et, et on mettra de la part aux questions. Les projets doivent être organisés en Work Package, comme vous voulez. Vous, de la meilleure façon enfin, vous l'organisez de la meilleure façon que vous pensez que ça pourrait être compris par le comité. Voilà, en sachant que c'est un projet porté par vous et que ça sera réalisé par vous, et qu'il n'y a pas d'autres équipes partenaires qui seront financées, dans tous les cas. Bonjour, est-ce que les projets de santé animale, maladies infectieuses émergentes avec potentiel zoonotique sont éligibles? Oui, a priori oui, mais en revanche, regardez bien les scopes de l'appel, parce qu'il y en a des thématiques voilà, assez larges, mais voilà, avec un certain degré de précision. Donc, on vous invite à regarder le scope scientifique de l'appel dans le règlement. Le développement de la thématique de la recherche peut-il se faire en partenariat avec d'autres laboratoires? Oui, vous pouvez. En revanche, effectivement, c'est, comme on dit, c'est un projet de vie professionnelle, on va dire. Et donc, voilà, c'est un projet que vous souhaitez développer et sur lequel vous allez baser votre carrière scientifique. Et après, voilà, si vous avez des collaborations, bah, c'est très bien. Dans tous les cas, avec ces financements, ça ne sera pas financé. Mais c'est important, si vous le savez, voilà, pour pousser votre candidature, pour la rendre plus solide et plus crédible. Donc, oui, vous pouvez avoir des partenaires non financiers. Et encore une fois, ça n'empêche que vous avez ces financements qui financent principalement votre salaire, un petit équipe autour de vous et une partie des fonctionnements. Et ben, on vous encourage fortement à continuer à postuler à des appels à projets pour développer des projets spécifiques pendant ces 4 ans. Voilà. Le financement des services et la mise à disposition d'équipements est-il possible avec cet appel à projet? Et le financement des services, oui. La mise à disposition, location, oui, je pense que ça rentre dans les frais de fonctionnement. Donc, oui, vous pouvez. Si mes collègues des finances ont des précisions à rajouter, n'hésitez pas. Voilà, ben, il n'y a plus de questions pour le moment. Donc, on vous remercie de votre participation. Nous, on reste ici encore quelques minutes. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions ou lire le règlement et nous contacter par mail. On essaiera de vous répondre au plus vite. De toute façon, nous resterons connectés sur ce Teams jusqu'à 17h, comme il était prévu initialement. Donc, si jamais vous avez encore des questions qui reviennent, etc., on est encore connectés jusqu'à 17h. Et comme Immaculada l'a mentionné, vous pouvez nous contacter par email et on tâchera de répondre le plus rapidement possible. Et merci beaucoup à toutes et à tous de vous être connectés et d'avoir suivi ce webinaire d'information et pour votre intérêt pour cet appel. Donc, on vient de recevoir une question à César Syndicat de Nancy Léon Janamba. Par rapport aux critères d'évaluation, qu'est-ce qui serait le plus important, le projet ou le CV du candidat? Et bah, c'est comme la session précédente de PEPR. Donc, dans ces cas, bon, les CV de candidats, c'est important aussi. On a essayé d'innover un peu cette année à l'ANRS en proposant un CV narratif pour que vous puissiez voilà, informer, donner toutes les informations standards qu'on demande dans un CV, mais que vous pouvez aussi justifier. Voilà, si vous avez fait d'autres actions d'animation, d'enseignement, ou vous avez eu une année off parce que vous avez fait d'autres choses. Donc, voilà, pour ces appels qui est centré un peu sur les candidats, aussi sur les projets, les deux choses qui sont un point important, les CV et les projets. Donc, on vous encourage à vraiment remplir avec voilà, beaucoup d'attention les deux parties du dossier parce que
tous les deux seront évalués, ils seront des importances, enfin, ils seront beaucoup d'importance, enfin, bref, tous les deux sont importants. On a encore une nouvelle question de Raoul Youssef Sanchez, David. Donc, si j'ai bien compris, le volet 2 est prioritaire. Pensez-vous que le développement d'une nouvelle plateforme vaccinale associée à une propriété intellectuelle a de fortes chances d'être considéré? C'est quoi l'axe de priorité de cette thématique? C'est un peu difficile sans savoir les projets. Effectivement, c'est les souhaits des partenaires de l'NRS de donner une priorité au projet de volet 2. Encore une fois, je vous encourage à regarder le règlement pour prendre connaissance de ce qui est dans ces volets. Je ne vous cache pas que les vaccins, voilà, c'est une thématique prioritaire. Et voilà, après c'est important que le projet, enfin, ce n'est pas parce que une thématique est prioritaire, si le projet n'est pas bon, ça ne passera pas. Voilà, c'est important que votre thématique, ça rentre dans les scopes et qu'en plus, le projet il soit bien écrit, qu'il puisse avoir un impact et que surtout, il puisse s'inscrire dans la durée, qu'il puisse répondre à l'objectif de vous implanter durablement dans une équipe et développer votre thématique.